Alors, je voudrais juste rappeler, et c'est Théodore Monod qui aimait préciser les choses. L'utopie, c'est pas du tout ce qui est irréalisable. C'est ce qui n'est pas encore réalisé. Donc, soyons utopistes tous, bien sûr. On va vous donner la parole avant de la donner à Jean-Pierre Raffin. Si vous avez des questions, des remarques sur cet aspect gouvernance, qui, on s'en rend compte, n'est pas plus simple que les autres. Mais allez-y, profitez-en. Il nous reste un petit peu de temps. Voilà. Merci. Oui, alors peut-être ma question est prématurée, mais donc c'est à propos du CETA et de ce qui est derrière. Par rapport à ce que vous avez dit, bon, qui est intéressant parce que ça, l'un et l'autre, ça permet à la fois de concilier les choses qui soient bien faites localement et une solidarité internationale quand elle est nécessaire. Alors, de quelle manière est-ce que le CETA et ce qui vient derrière, après l'intervention de la Wallonie, est-ce qu'on peut dire qu'est-ce qui va arriver? Est-ce qu'ils sont arrivés à quelque chose pour tempérer comme il faut le traité, ou bien c'est une illusion, ça va être la loi de la jungle? Merci. Et il était évidemment question ou pas question d'agriculture. Les OGM ne sont pas cités, par exemple, dans la nouvelle mouture de l'accord. Qu'est-ce que vous en pensez rapidement? Je ne sais pas, un avis sur ce qui se passe. Je pense que le CETA est un outil de l'économie financière, donc j'en attends pas grand-chose. Le TAFTA passera à un moment ou à un autre, hein. On a pu le retarder un petit peu, mais ça va venir. Encore une fois, tant qu'on n'est pas capable en face d'être positif et de proposer une alternative, qui autre que la révolte et autre que etc., ça se passera, quoi. Avec des systèmes comme je viens de vous le faire, c'est justement pour éviter, pour dire attendez, on a autre chose à proposer et il faut qu'on se réapproprie. Et ensuite, avec une gouvernance mondiale qui mettra effectivement les bonnes cases. Mais là, aujourd'hui, pour moi, c'est la continuité, alors en fonction du point de vue de la chute ou du progrès, parce qu'ils appellent ça le progrès du côté de l'économie financière aussi, quoi. Mais on ne pourra pas réguler, on ne fait que freiner en ce moment. Parce qu'on n'a pas changé le principe que la finalité de l'économie ne peut pas être l'égoïsme. La finalité de l'économie, c'est oikos nomos, qui veut dire la gestion de la maison commune. C'est ça l'économie, et non pas la maximisation de son profit. Donc moi, de mon point de vue personnel, mais je ne suis pas un spécialiste, je pense que le CETA, c'est une des dernières batailles qu'ils vont mener, parce que les prochaines, ce sera pour nous, quoi. Je ne connais pas exactement tout le détail du dernier accord. Je crois qu'il y a un point quand même, et parce qu'il y a un certain nombre de pays au dehors de la Wallonie que ça préoccupait, qui est la question centrale, en cas de différend, quels sont les tribunaux qui sont légitimes. Et donc, l'un des problèmes du CETA et du TAFTA, c'est qu'il y avait l'idée que, copiée d'ailleurs de l'OMC, mais de dispositifs qui existent dans le droit français aussi, hein, l'arbitrage de Bernard Tapie, c'est ça, qui est de dire, on passe pas devant des tribunaux, mais on fait des arbitrages ad hoc dans lequel, dans lequel quelque part on passe au-delà du droit tel qu'il s'est construit autour du fonctionnement des États depuis quelques siècles. Voilà. Donc, et ça, visiblement, la Wallonie a quand même obtenu que, et parce que l'Allemagne aussi, l'Autriche tiquaient, que ce soit quand même au final les tribunaux nationaux qui soient compétents pour traiter de ces problèmes-là. Voilà. Ensuite, pour ce qui est typiquement de la question des OGM, puisqu'effectivement, le Canada est un gros producteur, notamment de colza OGM et de moutarde. D'ailleurs, une grande partie de la moutarde consommée en France est faite avec des graines qui viennent du Canada, et le colza et la moutarde sont faites des planches cousines qui se croisent très facilement. Hein. Ça, bon, donc, vous garantir que votre moutarde de Dijon n'a pas des traces d'OGM est actuellement très compliqué, il faut bien le reconnaître. Donc, la question des OGM, c'est une question à tellement de tiroirs que j'ai un peu peur de l'aborder ici, pour être très honnête. Ce qui est clair quand même, c'est qu'il y a eu une prise de conscience croissante des populations et même un certain nombre d'élus que le système qui était en train d'être mis en place des brevets, de brevetisation des gènes, était quelque chose qui, pour le coup, est complètement liberticide.
C'est-à-dire que derrière un discours libéral se profilent en général des monopoles bien compris dont le but est d'établir un monopole sur le monde. Parce que la seule manière de vraiment faire de l'argent, c'est d'être en situation monopolistique, je ne vous le cache pas. Sinon, c'est la loi de Schumpeter. Schumpeter a toujours dit, en fait, dans un système de concurrence, vous perdez un jour votre place. Donc le seul moyen de faire de l'argent longtemps et durablement est d'établir un monopole. Et c'est clair que Shapiro, qui avait été le patron, entre guillemets, visionnaire de Monsanto, mais enfin maintenant Monsanto est racheté par Bayer, donc on voit que des fois il avait eu des visions un peu dues à la consommation de produits stupéfiants, mais il avait dit que son modèle c'était Microsoft. Donc vous connaissez le modèle de Microsoft, c'était n'importe quel ordinateur doit avoir Microsoft comme système d'exploitation. Donc c'est clair que Bob Shapiro était dans une vision monopolistique. Voilà, qui a échoué d'une certaine manière. Et ce qui va être intéressant d'ailleurs avec le rachat de Monsanto par Bayer, c'est que je vous garantis que l'Allemagne va devenir farouchement pro-OGM et que peut-être que l'administration américaine tout d'un coup dira qu'il y a des problèmes avec les OGM parce que leur capacité à changer les uns et les autres de position, c'est là que je dis, il ne faut pas imaginer que ce soit des gens qui pensent au bien public et à la justice, c'est une sorte de rapport de force. Voilà. Et si ça se trouve, l'administration américaine va découvrir, sortir de ses dossiers des tas de choses qui montrent que les OGM posent problème. On peut s'attendre à tout dans les négociations telles qu'elles se font. Je dis, mais pour finir, il faut quand même qu'on soit très lucide sur une chose en Europe. Nos collègues de l'Est ont très très peur des Russes et à juste titre. C'est-à-dire que les Polonais, ils sont prêts à signer n'importe quel accord avec les États-Unis parce qu'ils savent très bien que les Français et les Allemands ne sont pas prêts à les protéger en cas d'attaque russe. Notre défense est entièrement liée à l'OTAN. Les Américains assurent la défense de l'Europe. Et là, il y a quand même un vrai petit problème. C'est-à-dire qu'on ne peut pas sans cesse se plaindre des Américains, mais en fait les appeler à l'aide pour résoudre le problème en Yougoslavie. On n'a pas été capable de faire. Donc l'échec de l'Europe en tant que construction politique est notre problème principal. Et on n'empêchera ni le CETA ni le TAFTA si la condition pour être protégé des Russes, c'est de signer le CETA et le TAFTA. Je le dis très franchement, les Polonais sont... et pourtant, Dieu sait que les Polonais voudraient protéger la petite agriculture, mais ils sont prêts à n'importe quoi pour avoir la garantie que les Américains les protégeront en cas d'attaque des Russes. Voilà. Ce n'est pas pour vouloir enlever, j'apprécie beaucoup le dynamisme, etc. Le dynamisme, moi je suis franco-suisse et c'est intéressant parce que la Suisse c'est un petit pays qui a toujours été très libéral, très ouvert, etc. Mais ce n'est pas la même chose d'être un petit joueur qu'être un grand joueur. La Suisse n'a jamais assuré l'ordre du monde. Et l'ordre du monde n'est pas si simple à assurer que ça. On n'a pas réussi à faire de l'ONU une structure fédérale assurant l'ordre du monde. Donc qu'on le veuille ou non, et là je vais être brodélien, comme l'historien Brodel dans ma vision, qu'on le veuille ou non, il y a un empire central qui gère à peu près l'équilibre du monde, c'est les États-Unis. Il est challengé par d'autres puissances. C'est ça la réalité de notre... Donc maintenant, nous, on peut avoir deux attitudes en tant qu'Européens. On renonce à participer à la gouvernance mondiale, on devient des Suisses. Et on se débrouille, on négocie, il suffit d'avoir du dynamisme, les règles... Non, c'est dans ce cadre, est-ce qu'on sera la Suisse ? Et très honnêtement, moi je vais vous dire, des fois je me dis c'est peut-être la seule destin de l'Europe, parce qu'on n'a plus d'envie d'être autre chose, et pourquoi pas ? Les Suisses ils ont plein de qualités, voilà. Ou est-ce qu'on prétend encore dire un mot sur la réforme de l'ONU, la manière dont, etc. Voilà. Et ça, on peut le faire que si on a une Europe fédérale. Voilà, je le dis très franchement. Et même en matière d'agriculture, ça va être vite vu, parce qu'il faut bien vous dire qu'on ne sait pas s'il y aura une politique agricole après 2020. On ne le sait pas. C'est-à-dire qu'en 2013, on a peut-être eu la dernière politique agricole commune. À la vitesse à laquelle ça se décompose, il n'y aura peut-être plus de politique agricole en 2020. Dans ce cas-là, beaucoup de nos problèmes seront résolus et on en aura d'autres à résoudre, mais avec dynamisme, nous résoudrons. Alors, Arthur, sur la même question. Je voudrais réagir à ce qu'a dit tout à l'heure Patrice. Comme on l'a dit tout à l'heure déjà, c'est un problème qui se prend par le haut, mais vraiment par tout en haut, et par le bas, vraiment par tout en bas, et en même temps. Il ne faut absolument pas opposer l'un à l'autre. Donc moi, je pense qu'une des deux parties, c'est ce qu'a raconté Patrice tout à l'heure. J'adore son projet, et ce qu'il fait, et la manière aussi qu'il a d'en parler. Il faut des choses comme ça qui se passent dans les territoires où il y a une envie, et il y a aussi une intelligence et un pragmatisme, parce qu'on prend les choses aujourd'hui de manière tout à fait
tout à fait concrète en incorporant le paramètre financier, bien sûr. Bon, maintenant, par contre, même si c'est une des voies d'avenir, il faut que ça se développe, il faut que ces choses-là se décuplent au sein des territoires. Pour l'instant, on a un problème d'échelle également. C'est-à-dire que si, par exemple, la plupart, alors je ne sais pas si c'est la plupart, mais en tout cas un grand nombre des producteurs font les choses bien et qu'il y a vraiment en tout cas une volonté d'essayer de faire les choses bien et d'améliorer, et il y a un vrai mouvement dans cette direction. Pour autant, les plus gros producteurs, eux, sont ceux qui font les choses mal. Ce qui fait que si au sein des territoires, une évolution positive par les producteurs, pour le consommateur, lorsqu'il regarde ce qu'il y a sur un étal, il y a plus de 80% des produits qui lui sont proposés qui, eux, viennent d'une industrie qui fait les choses d'une manière... Bon, voilà, je ne développe pas, vous la connaissez. Et il faut aussi attaquer cette industrie, il faut aussi attaquer les gros acteurs qui aujourd'hui sont justement... aujourd'hui, nos leaders sont essentiellement des facilitateurs du commerce international et ils travaillent main dans la main avec ces gros acteurs. Donc il faut prendre par le haut en changeant les règles du système, c'est-à-dire en changeant les normes, en changeant le cadre légal, etc., pour que, justement, en s'adaptant à ces règles, ils vont être obligés de changer de business model, de façon de faire les affaires. Voilà. Et donc, il faut aussi prendre ça, parce que c'est une des plus grosses résistances au changement, c'est le business model. Si ça ne les intéresse pas financièrement, si ce n'est pas rentable pour eux de changer la manière de faire, ils ne le feront pas. Ou alors, si on leur met trop la pression ici, ils vont continuer de faire pareil, mais ils vont aller le faire ailleurs. Donc, il y a aussi ce problème-là, qu'il faut que ce soit géré de manière planétaire, plus ou moins, parce que sinon, c'est comme un savon, si on met trop la pression ici, ils partent ailleurs. Moi, je voulais dire, il y a deux choses sur lesquelles je pense qu'il faut absolument travailler aujourd'hui. La première chose, c'est la définition et l'institutionnalisation des communs, des biens communs de l'humanité. Ça me semble extrêmement important de définir ce qui nous appartient à tous, même si on peut en faire un usage privé, il faut qu'il soit cadré. Ça peut être l'eau de surface et les aquifères, ça peut être un climat stable, ça peut être des sols fertiles, ça peut être des ressources, des denrées de base, des services écosystémiques, etc. Et ces choses-là, il est temps de les protéger, c'est-à-dire de les sortir de la logique des marchés financiers. Si on ne les exclut pas, si on ne fait pas une exception pour ces communs et qu'on les laisse abandonner aux logiques de marché, à mon avis, on va continuer à aller de catastrophe en catastrophe jusqu'à peut-être la catastrophe ultime. Il y a une autre chose sur laquelle il faut travailler, c'est l'innovation. Et quand je dis l'innovation, je ne veux précisément pas parler d'innovation technologique, même si elle a son rôle à jouer aussi. Mais aujourd'hui, je pense que le rôle de l'innovation technologique, il est finalement à la marge, parce qu'on a déjà fait énormément de choses. Donc, sortons de cette déification de la technologie et parlons d'innovation conceptuelle, parlons d'innovation culturelle, institutionnelle et d'innovation de gouvernance, parce que c'est de ça qu'il s'agit ici. Pour justement permettre une subsidiarité, il faut trouver des modes de gouvernance innovants, multi-échelles. Et au final, et je termine là-dessus, ça permet quoi ? D'essayer justement de prendre les choses par le haut, avec peut-être, imaginons, à la base, tout en haut, la création d'une organisation mondiale de l'environnement, peut-être. Alors ça, c'est des débats là-dessus, ce qu'il faut ou pas, mais moi, je suis plutôt preneur de ça. Il faut changer la vision qu'on a de l'agriculture. Déjà, aujourd'hui, la FAO est extrêmement claire là-dessus, sur la promotion du modèle agroécologique, sur le fait qu'il faut sortir de cette agriculture financiarisée et de toutes ces dérives. Donc, on parlait de brevetage du vivant, c'est une des dérives, c'est absolument terrifiant. Et pour aller vers une agriculture du vivant, tout simplement, où on rentre dans des écosystèmes, on se réécosystémise quelque part. Voilà. Il faudrait, on parlait de l'OMC, ok, l'OMC c'est un joli outil, aujourd'hui tel qu'il est organisé, c'est surtout une arme, et cette arme elle est pointée contre nous. Donc arriver à reprendre le contrôle peut-être. Dans ce qui me concerne, il s'agirait que nos gouvernants arrêtent d'être des servants de l'OMC et fassent passer avant les logiques commerciales la souveraineté alimentaire et même la sécurité alimentaire. Et pour arriver à tout ça, il est temps de s'éveiller, j'ai envie de dire. Parce que pour en appeler à ces politiques, pour qu'ils changent un peu, il faut que le peuple aussi lui fasse signe aux politiques. Il faut s'éveiller collectivement. Il faut bien comprendre qu'il n'y a pas le monde d'un côté, c'est-à-dire ce que les humains ont construit, notre société, notre civilisation, et puis la planète de l'autre, avec l'environnement qui nous environne, mais voilà, qui est à part. Il faut bien reconnecter les deux. L'un ne va pas sans l'autre. Il faut retrouver un lien, il faut retrouver un respect. Et là aussi, je pense que ça appelle à
c'est facile à dire, hein, une nouvelle hiérarchisation de valeurs et un respect pour les non-humains. Quand je dis non-humains, ce n'est pas que les animaux, hein, c'est également les écosystèmes à la rigueur. Mais respecter la nature, ça devrait être remis à l'ordre du jour. Et pour ça, il est temps d'inventer de nouveaux récits, de mettre en place un nouveau storytelling, excusez-moi pour l'anglicisme, mais de raconter de nouvelles histoires. Donc, racontons. Très rapidement expliquer pourquoi je défends l'OMC. En 1947 a été créé le GATT, le General Agreement on Traffic and Trade, qui est son ancêtre. Et le GATT avait exclu l'agriculture de l'OMC pour des raisons multiples, notamment qui liaient au stress sur la sécurité alimentaire. Ceci dit, c'est en dépit du GATT, les pays, notamment l'Europe et les États-Unis, ont développé ces exportations subventionnées dont M. Raffin nous faisait une très bonne description, ont déstabilisé tous les secteurs alimentaires, complètement indépendamment de l'existence de l'OMC. Quand l'OMC s'est constitué, c'est Ronald Reagan qui a demandé que l'agriculture soit remise au sein de l'OMC, et pour une raison très simple, c'est que c'était les conséquences du comportement des Européens, etc., quand Jimmy Carter a voulu faire un embargo sur les blés vis-à-vis de la Russie, pour forcer la Russie à sortir de l'Afghanistan. Qu'est-ce qu'ont fait tous les alliés des États-Unis? Ils ont remplacé les États-Unis sur les marchés soviétiques. Donc, donc, il faut quand même assumer le fait que soit on est quelqu'un d'autonome, soit on est un vassal. Et quand on est un vassal, il vaut mieux être un vassal loyal qu'un vassal félon. Les États-Unis ont considéré que c'était une félonie, qu'ils avaient défendu l'Europe et que l'Europe se foutait de leur gueule et cassait une arme pacifique pour faire reculer les Russes d'Afghanistan. On a payé très très cher, ils ont réclamé ça. Alors évidemment, l'Europe, c'était à force d'avoir oublié qu'il y avait une politique agricole commune. Les syndicats agricoles européens eux-mêmes, et Jacques Chirac, qui était quand même Premier ministre quand ça a été accepté, étaient persuadés que l'Europe était efficace en économie agricole. C'est-à-dire que les gens ne voyaient pas le système de subvention. Et l'OMC a fait que les États-Unis ont tout de suite attaqué le système de subvention européen. Les Européens ont contre-attaqué en dénonçant le système de subvention américaine, et ça a permis à tous les autres pays de comprendre qu'il y avait deux joueurs qui trichaient autour de la table. Voilà. Donc l'OMC, il a réussi son objectif, il n'y a plus aucun accord depuis. Il n'y a pas un accord à l'OMC parce que tout le monde a réalisé que les dés étaient pipés. Donc pourquoi l'OMC ne réussit pas? Parce qu'il est transparent. Donc que font les États-Unis et l'Europe? Ils retournent à du bilatéral. Je prends un plus faible dans le coin, dans un coin, je refais un accord bilatéral parce que je ne veux pas du multilatéralisme. Donc je suis un défenseur de l'OMC qui a amené beaucoup de transparence. Ces objectifs peuvent être modifiés, c'est les États qui le décident. L'OMC n'est pas naturellement ultralibéral ou etc. Et donc, je crois qu'il faut quand même qu'on soit conscient qu'on a joué un rôle de salaud. Donc, l'OMC est retourné contre nous. Oui, enfin, l'Europe, les 40 ans de son comportement de la France en Afrique, c'est quand même pas très glorieux. Voilà, je trouve qu'il ne faut pas qu'on ait l'impression que l'OMC soit tourné contre nous, ni que les États-Unis sont notre grand adversaire. Vous savez, quand on est dans... Enfin, on voit l'OMC de manière très différente quand on est en Brésil, en Afrique, en Thaïlande, et on remercie l'OMC d'avoir vraiment dépipé les cartes autour de la table de jeu. Donc, l'autre version, comme d'habitude. Il n'y a pas de vérité là-dedans, c'est comme l'histoire, c'est des choses qui se complètent, etc. Moi, j'aime beaucoup Jean Ziegler, qui a beaucoup écrit sur l'OMC, le FMI, etc. Donc, je ne dis pas que c'est ma seule inspiration. Mais un autre élément de l'histoire, c'est que quand, en 1705, on écrit que la finalité de l'économie doit être le vice et la cupidité, ça a été formalisé comme ça, remis proprement par Keynes en 1930 en disant que la finalité, c'est la maximisation du profit, ce qui veut dire la même chose, mais de manière un petit peu plus polie. C'était très difficile à mettre en place parce qu'on était dans une vieille Europe qui était avec beaucoup de contre-pouvoirs partout. Par contre, à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, quand on a réfléchi à tout ça, il y a eu en marge des accords officiels, la conférence du Mont Pèlerin. Donc ce n'est pas des complots, tout ça c'est très documenté, qui était en Suisse d'ailleurs, sur lequel on a eu les grands financiers, les grands industriels mondiaux qui se sont remis en place, qui ont réfléchi à quelle est la stratégie pour pouvoir développer le libéralisme sur le monde. Et avec des idées, avec des objectifs, avec des stratégies, des gens qui sont intelligents et qui disent où ils vont aller. Et en disant c'est le libéralisme qui empêchera les guerres. C'est toujours très...
il y a beaucoup de bonnes idées là-dedans, hein. C'est ça qui va amener la plénitude, la richesse à tout le monde, etc. Et sauf que pendant une quarantaine d'années, il y a les soviétiques qui bloquent un petit peu le système et ça ne peut pas se développer parfaitement, quoi. Mais quand en 89 le mur de Berlin tombe, ils se refont une conférence qui s'appelle le consensus de Washington, sur lequel on se repose la question de comment maintenant, dans un monde qui n'est pas régulé de la même manière, allons-nous pouvoir effectivement épandre cette culture du libre marché et du libéralisme, etc. Et l'OMC arrive juste après le consensus de Washington, donc même si je nie pas du tout les influences géopolitiques qu'il peut y avoir, mais par ailleurs, il y a aussi des influences lobbyistes très fortes pour répandre le néolibéralisme comme d'ailleurs voie de progrès, hein, parce que c'est toujours comme ça que c'est évoqué. Et en 2008, sur la crise, de nouveau les mêmes réflexions qu'il y a pour éviter de nouveau les crises. Une seule solution, c'est de libéraliser d'habitude autant le marché. Donc ça ne s'oppose pas du tout à ce qui a été dit. Je dis simplement que le système, quand quelqu'un a une stratégie, il profite des opportunités de l'histoire pour pouvoir faire placer effectivement ses idées. Et moi, je pense que les deux versions de l'histoire sont bonnes, mais que derrière l'OMC, il y a bien une stratégie de libre-échange, de liberté totale et donc de monopole, parce que la liberté de leur point de vue n'est pas la mienne, comme tu as bien remarqué ce que je disais tout à l'heure quand je parlais de libéralisme, c'est justement parce que pour moi le libéralisme, c'est pas ma liberté, quoi. Donc je pense que c'est complémentaire, quoi. Alors, merci. Entre-temps, les rideaux se sont baissés pour mieux montrer que nos contradictions peuvent être une prison, sans doute. On va conclure cet après-midi avec Jean-Pierre Raffarin, on est très content de l'accueillir.